crois que nous avons répondu à pratiquement toutes les questions. Monsieur sur la Nation, juste d'un mot, je crois que ce n'était pas du tout contradictoire avec ce que nous avons dit. Hein. Et justement, on comprend très bien que la façon dont on combat l'unité nationale dans certaines ex-colonies, que ce soit la Syrie ou que ce soit l'Algérie, répond exactement même aux attendus que ce qui se passe en Europe, parce qu'il faut bien d'abord casser la nation pour dominer les peuples véritablement. Donc c'est tout à fait la même chose, le même mécanisme. Il me semble que là, nous avons aujourd'hui 15-20 minutes. Il faudrait plutôt axer le débat sur l'action. Maintenant, le calendrier et l'action. Qu'est-ce que nous allons faire dans les semaines qui viennent, que vous soyez mis au courant et des rendez-vous où vous pouvez chercher à la fois de l'information et quels sont les prochains rendez-vous. Je vais juste dire un mot sur le mot boycott. Je vais juste dire un mot sur le mot boycott. Allez-y. Je pense que c'est, à force de l'entendre circuler et beaucoup entendu prononcer, je pense que c'est un mot qui est bon, parce que même s'il est d'origine anglo-saxonne, bon, il rejoint une histoire intéressante, je ne sais pas, c'est pas le moment de raconter, mais c'est un mot qui va susciter de l'énervement en face. C'est un mot qui va pas leur plaire. Et c'est un mot qui va susciter des calomnies et des attaques basses de toutes sortes. Et ça c'est très bon parce que comme on n'a pas de médias, les seuls médias qu'on a véritablement, c'est la bêtise des défenseurs du média dominant qui vient nous accuser de toutes sortes de choses. Il faut travailler comme au judo, quoi, avec la force de l'adversaire. Comme disait Mao, c'est les contradictions de l'adversaire, en l'occurrence la bêtise, qui peuvent nous faire la publicité qu'il nous faut. Donc le mot boycott, parce qu'il a un petit côté sulfureux, parce qu'il a un petit côté étranger, parce qu'il sonne aussi comme un coup près, et ben, à mon avis c'est un bon mot qu'il faut retaper, il faut taper sur le clou. Et je crois que c'est même un bandeau qu'on peut coller par-dessus les affiches des autres. Tout à fait. On peut d'ores et déjà dire même que ça suscite de l'inquiétude. Il y a plusieurs réseaux qui se préoccupent en effet de ça, de cet appel au boycott qui déjà circule. Si ça se trouve, ça sera illégal la prochaine fois d'appeler au boycott. Ah, il faut une directive, là. Une directive européenne. Je vous rappelle quand même quels étaient les niveaux de boycott des précédentes élections. 99, 53% d'abstention. 2004, 57% d'abstention. 2009, 55%. Donc les 60% sont apportés, bien sûr, et donc il faut viser les 70. Et je pense qu'avec une campagne en effet active, nous pouvons en effet faire lever l'opinion dans ce sens. Je vous en prie. Moi je suis arrivé un petit peu en retard, donc j'ai pas eu l'occasion de tout apprendre. Par contre, stratégiquement, j'avais juste une question simple. Est-ce que dans le cadre de ces élections-là, le fait d'atteindre un certain quorum d'abstention nous aide? Non. Techniquement, non. Juridiquement. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que sur certaines élections, si on a un trop fort taux d'abstention, je crois que dans certaines élections nationales, il faut recommencer les élections parce qu'il n'y a pas de représentativité réelle. Il n'y a pas de quorum. Voilà. Et je voulais savoir si pour l'Union européenne, pour le Parlement européen, c'était aussi le cas. C'est pas le cas. Par contre, ce sera une invalidation en fait éthique, politique, spirituelle. Oui. Si personne ne va voter, vous vous rendez compte des élus, du poids de la légitimité de ces élus et des institutions. C'est une démarche énorme. Ça aura un poids politique, s'il y a un taux d'abstention qui est énorme. J'avoue que je suis pas du tout dans cette perspective-là, parce que je vois justement quand il vient les traiter, quand il se fiche totalement de savoir, il nous censure complètement, il nous diabolise dès lors qu'on essaye d'avoir des débats un peu techniques et un peu rationnels, on ne peut pas être entendu. Donc j'ai l'impression que l'on vote ou que l'on ne vote pas pour eux, ça ne change rien. À la rigueur, j'ai plutôt l'impression qu'ils auraient peur s'ils voyaient une poussée eurosceptique massive, ce qui est difficile puisqu'ils nous laissent que le Front National en terre de médiatiser pour bancalement évoquer la question. Et les petits partis comme le MPF, l'UPR ou DLR, etc. n'ont pas du tout les fonds nécessaires pour pouvoir être visibles médiatiquement et se permettre de faire une campagne qui leur permette d'atteindre l'électorat. En fait, ça a été le débat de tout aujourd'hui, on a tout le café. Pour légitimer en effet le fait que... Et c'est pour ça que justement je me pose la question, c'était une question que j'avais discutée avec Panthea du MPF qui m'a mis sur Bordeaux. Moi je ne suis pas du tout dans les têtes du Front National parce qu'il fout
thèse islamophobe et la peine de mort, je laisse ça à d'autres. Simplement, puisque stratégiquement, le Parlement européen n'a aucun pouvoir à proprement parler, et qu'on nous laisse que le Front National, en termes de visibilité eurosceptique, et je mets bien les guillemets avec les pincettes, comme dirait un certain humoriste, si on s'amusait à leur faire peur avec cela, sachant que de toute façon, le but de la manœuvre au final, c'est d'arriver à démanteler l'Union européenne. Donc, et qu'on sait que le Front National ne pourra rien faire au Parlement européen, et qu'en plus on pourrait les éjecter si on arrivait à démanteler l'Union européenne, puisque si on démantèle l'Union européenne, le Parlement européen tel qu'il existe aussi, en tout cas n'aura plus de raison d'exister, donc leurs mandats n'auront encore moins d'intérêt. Moi je me demandais si c'était pas plus stratégique, je parle pas de point de vue éthique, je parle d'un point de vue stratégique pour faire peur à l'opposition véritable. Alors je sais que je pousse un curseur qui fait peur surtout à gauche quand on évoque la mystification FN là-dessus. Pas qu'à gauche. Oui, moi je suis plutôt à gauche à la base, mais je sais qu'il y a le MPEP et il y a le RCF qui est là. Tout le champ républicain est anti-Front National, totalement. Et puis, si vous êtes là au tout début, vous aurez notamment entendu ce que disait Roger Gasto, savoir que, c'est sur quoi on est tous d'accord, que le Front National est vraiment une institution issue du système. Oui, il participe de toute façon. Mais médiatiquement, les Français l'entendent. C'est faux, on le sait, hein, médiatiquement. Quand on analyse dans la réalité, il n'y a pas de souci. On a compris, ça c'est tout le débat qu'on va avoir avec des citoyens qui n'ont pas tout compris. Mais on va l'avoir. Monsieur moi, ma question va presque rejoindre sa question, mais le FN en moi, en fait, c'est la question de et après. C'est-à-dire que, imaginons qu'après, à la suite des élections, donc on a bien 70% d'abstention, on sait très bien ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'ils vont parler de désintérêt. On vous écoute, alors si vous savez ce qui va se passer, on vous écoute. Non mais je veux dire, on sait très bien que les médias vont parler en fait de désintérêt des Français pour la politique. Ils vont sûrement parler d'une probable poussée du FN malheureusement en disant qu'il va falloir contrer ça, etc. Et en fait, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous proposez justement pour capitaliser sur cette abstention, sachant que vous représentez en plus des courants assez marginaux en France. Je crois que les organisations sont marginales mais pas le courant. Vous avez compris que l'opinion est totalement en phase avec ce que nous sommes en train de dire. Le problème c'est qu'il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de lien médiatique et de médiatisation. Donc nous sommes totalement en phase avec l'opinion, c'est absolument le contraire. C'est par contre, en effet on n'est pas médiatisé, mais ça c'est pas vraiment le problème. La politique c'est quoi? C'est quand même partir du terrain, de la réalité, et puis monter au combat. Et représenter et organiser cette réalité, premièrement. Deuxièmement, il est bien évident que c'est pas à sortir de ce café, on va se dire tous partons dans la nature et chacun va boycotter dans son coin. Nous pensons en effet réfléchir à l'action, l'organiser, et il est bien évident qu'il va falloir réfléchir à donner une suite au boycott à plus de 70%. C'est une évidence. Il faut à tout prix organiser politiquement l'état de nos concitoyens. Mais ça par contre c'est une réalité, on est en phase là totalement avec le pays réel. Enfin, moi je vous dis ça, je suis totalement acquis à votre cause et par exemple en tant que moi je suis militant au Parti communiste français, je le vois très bien qu'en fait justement il y a quand même un manque de enfin ils ne sont pas très réceptifs en général, donc la classe politique et militante n'est pas très réceptive et malheureusement donc on risquerait en fait de laisser les Français sans aucune représentation possible. Vous avez compris que c'est le jeu du système, c'est l'organisation même de la non-représentation, y compris même de l'opinion dominante. Déjà, ça leur a interdit de critiquer l'Union européenne, les pauvres dans le PGE, et la politique, ils vont critiquer. Il faut alerter tous les militants et leur dire, vous voyez bien qu'on roule à l'envers, quoi. Là, on nous trahit. Alors, voilà. Très bien. Donc, une proposition concrète pour qu'on sorte ici. Le 6 février, il y a des manifestations de la CGT. Pourquoi ne pas utiliser cette date, ces manifestations, pour distribuer un papier sur la base de ce qu'on a discuté aujourd'hui, appelé au boycott, en faisant le lien entre les raisons de ces manifestations et l'Europe. Je ne vais pas plus loin. Si déjà tous les camarades ici distribuaient un papier, on aurait des milliers et des milliers de personnes qui sauraient qu'il y a déjà un mouvement de boycott. Et le papier, je crois, il est pratiquement fait dans toutes les manifestations.
Oui, monsieur. Avant 6 février prochain. Si on faisait l'ANPET. On écoute, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais dire que actuellement, là, aujourd'hui, nous sommes assez nombreux, mais vis-à-vis de la tâche qu'on a, en fait, on n'est pas beaucoup, étant donné qu'il n'y a que 3 organisations qui préconisent le boycott actuellement. Et je pense qu'il faudrait agrandir, élargir notre travail et chercher les organisations qui sont d'accord avec nous pour le boycott. Et je pense au comité Valmy qui a été trop ostratisé et qui est exactement sur nos positions. Donc ça nous donnerait un peu plus de pouvoir sur l'opinion. Merci. Sur ce, il ne faut pas s'inquiéter. Actuellement, il y a du travail qui est fait d'élargissement. Et puis deuxièmement, c'est vrai qu'on est beaucoup quand même pour ce qu'a fait aujourd'hui, mais on est largement écouté au-delà de ces mesures. Monsieur Léon Landini. Oui, l'âge ne rend pas intelligent, mais laisse des connaissances qu'on n'a pas quand on est jeune. En 1940, 41, 42, combien nous étions, monsieur? Combien il y a eu de résistants reconnus comme tels qui ont obtenu la carte de combattant volontaire de la résistance? 2600 et quelques, c'est-à-dire 0,6% de la population française. En admettant que pour un combattant, il y a eu 10 personnes qui l'ont soutenu, ce qui représente 6% de la population française, eh bien nous n'étions pas beaucoup, mais nous étions une avant-garde. Et moi, ce soir, ce que je ressens profondément, c'est qu'il y a ici, dans cette salle, une avant-garde qui ne demande qu'à s'exprimer. Je crois que je remercie ceux qui ont organisé, ceux qui ont participé, parce qu'effectivement, nous allons vers des jours souriants, alors que jusqu'à présent, excusez-moi, on faisait la gueule. Mais là, véritablement, il y a cette porte que vous avez signalée, elle commence déjà, avant même qu'on l'attaque, elle commence à branler. Eh bien, je pense que nous allons démontrer, avec ces élections, que le peuple de France est toujours vivant, il n'est pas mort, il est prêt pour le combat, et il le démontre. Je suis à la fois un peu déçu que ce soit les anciens qui nous donnent encore des leçons. C'est normal, c'est leur rôle. Des leçons de l'action et du putsch, du punch véritable. Merci. Oui, madame, bon, moi je représente que moi-même. Je voulais juste dire, c'est qu'il y a pas longtemps, j'ai brûlé ma carte électorale devant les médias. Et je ne sais pas si vous serez présent demain, mais moi j'invite tout le monde à faire ça devant les médias parce que je pense que par rapport au boycott, c'est un geste très fort et très symbolique. Voilà. Donc j'invite les gens à le faire devant les médias. On va vous appeler un boycott général de toutes les élections, de toutes les élections, etc. L'idéal, ça serait, vient de vous suggérer, c'est vrai qu'il est circulé, de brûler tout simplement plutôt le drapeau européen devant les médias. Ça serait par exemple, le Mexique soit déjà assez fort.